On en a tous ces images en tête, pas vrai? Des foules immenses, un courage qui force le respect. Et puis, bien souvent, la révolte s'essouffle et rien ne change. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de mouvements de résistance contre les dictatures modernes ont l'air de suivre un script? Un script qui, malheureusement, mène presque toujours à l'échec. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La phrase est brutale, c'est vrai, mais elle tape en plein dans le mille. Ça résume une vérité toute simple et en même temps terrible. On peut avoir raison sur le plan moral, on peut même techniquement avoir gagné une élection, mais tout ça, ça ne pèse rien, absolument rien, face au pouvoir très concret des fusils qui, eux, restent loyaux aux dictateurs. C'est vraiment là que se situe le cœur du problème. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette stratégie qu'on voit tout le temps, vous savez, celle qui consiste à attendre une élection volée pour protester en masse, en se rangeant derrière une seule figure, un seul héros, et bien cette stratégie, elle est tout simplement dépassée. Face au régime autoritaire d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Le scénario, on le connaît par cœur, n'est-ce pas? D'abord, il y a l'élection volée. Ensuite, les manifestations de rue massives. Puis, l'émergence d'un leader héroïque. Et après? Eh bien après, plus rien. Le silence. Une vague d'espoir immense. Des gens qui réclament justice. Et quelques mois plus tard, le régime est toujours là. Parfois même, il est plus fort qu'avant. C'est cette mécanique de l'échec qu'on va essayer de comprendre. Et voilà le premier gros problème, le premier piège. Réagir après une élection truquée, ça paraît logique, non? C'est une réaction saine, démocratique. Sauf qu'en réalité, c'est tomber droit dans une embuscade. C'est accepter de jouer une partie sur le terrain de jeu du dictateur, avec ses propres règles et surtout avec son propre calendrier. Pensez-y une seconde. Le régime, lui, il a toujours une longueur d'avance. Une émeute, une révolte spontanée, ça peut le surprendre. Mais une élection, c'est un événement programmé des mois à l'avance. Le dictateur a tout le temps de préparer sa police, de positionner son armée, de planifier comment couper Internet et les communications, et surtout de préparer son discours de victoire. Donc au moment où les premiers manifestants mettent un pied dans la rue, tout l'appareil de répression est déjà là, prêt, et il n'attend que ça. Et ça nous amène à une idée absolument centrale, la fameuse loyauté du fusil. C'est simple. L'opposition peut agiter des bulletins de vote, des preuves de fraude, des rapports d'observateurs internationaux, tout ce qu'on veut. Mais le régime, lui, il s'appuie sur quelque chose de bien plus solide, de bien plus concret. La fidélité de l'armée et de la police. Tant que les forces de sécurité ne changent pas de camp, la victoire dans les urnes ne reste qu'un symbole. Un joli symbole, mais qui ne change rien au pouvoir réel. Du coup, toute l'énergie du mouvement est dirigée vers la mauvaise cible. L'opposition s'épuise dans une bataille morale, une bataille juridique, une bataille que le dictateur ignore royalement. Pendant ce temps, personne ne s'attaque aux vrais piliers qu'il maintient en place. L'économie qu'il contrôle, ses sources de financement, le soutien de ses élites. Bref, on se trompe de combat. Et c'est une erreur de stratégie qui coûte très très cher. Ok, ça, c'était la première grande faille. Passons maintenant à la deuxième, qui est tout aussi importante, cette tendance à tout centrer, tout miser sur un seul et unique individu. C'est presque un réflexe. Chaque grand mouvement cherche son visage, son porte-parole. Une figure charismatique, quelqu'un qui incarne l'espoir, le courage, l'alternative au régime. C'est une image très puissante, bien sûr. Mais c'est aussi une faiblesse qui peut s'avérer fatale. Parce qu'en concentrant toute la lumière, toute l'attention sur cette seule personne, l'opposition offre en fait au régime une cible sur un plateau d'argent. Une cible parfaite, facile à identifier et surtout facile à neutraliser. En fait, c'est un concept qui nous vient de l'ingénierie. On appelle ça un point de défaillance unique. Imaginez un moteur. Si une toute petite pièce casse, mais que cette pièce est essentielle, eh bien tout le moteur s'arrête. C'est pareil pour un mouvement de résistance. Si tout repose sur les épaules d'une seule personne, il suffit au régime de retirer cette personne de l'équation pour que tout le système s'effondre. Et les risques, ils sont énormes. D'abord, le régime peut l'emprisonner, le forcer à l'exil ou même le corrompre, lui proposer un arrangement. Une fois que la tête du mouvement est coupée, le reste est complètement désorienté, il se disperse. Et ce n'est pas tout. Le fait de se concentrer sur une seule personne, ça crée des jalousies, des conflits d'ego en interne, et ça empêche la chose la plus importante, la formation d'un front large et uni. Sans ça, impossible de gagner. Alors, pour voir comment ces deux grandes erreurs, le piège de l'élection et le leader unique se combinent dans la réalité, on va prendre un cas d'étude très parlant, celui du Venezuela et de la tentative de l'opposition menée par Juan Guaidó. Et c'est là qu'on voit l'erreur stratégique de façon flagrante. Sur le papier, l'objectif de l'opposition, c'était un changement de système, la fin d'un régime corrompu. Mais dans les faits, le combat s'est très vite transformé en un duel personnel. Guaidó contre Maduro. On est passé d'une lutte pour des idées à un simple affrontement d'individus.
Et bien sûr, cette personnalisation du conflit, ça a été du pain béni pour la propagande de Maduro. D'un coup, il n'avait plus besoin de défendre son bilan désastreux. Non, son combat était beaucoup plus simple. Il se posait en défenseur de la nation contre ce qu'il appelait un pion de l'étranger, une marionnette des États-Unis. Et face à cette menace extérieure supposée, ça a été très efficace pour ressouder les rangs de l'armée derrière lui. Et ça a bloqué une tactique qui est pourtant essentielle dans ce genre de situation, ce qu'on appelle le pont d'or. L'idée du pont d'or, c'est d'offrir une porte de sortie sûre et honorable aux figures clés du régime, les généraux par exemple, pour les encourager à lâcher le dictateur. Mais là, en voulant imposer Guaidó, l'opposition a fait peur à ces généraux. Ils se sont dit, si ce nouveau pouvoir arrive, on va tous être purgés. Alors par pur instinct de survie, ils ont fait le choix logique, rester fidèles à celui qui tenait encore les rênes, les armes et l'argent, c'est-à-dire Maduro. Bon, si cet ancien scénario est défaillant, alors à quoi pourrait ressembler une nouvelle approche, une nouvelle stratégie? En analysant ces échecs, on peut commencer à dessiner les contours d'une méthode différente. En fait, c'est un changement complet de paradigme. Au lieu de tout miser sur une élection, l'idée c'est de s'attaquer directement au pilier du pouvoir. Son économie, ses soutiens. Au lieu d'un leader unique et fragile, on imagine un leadership partagé, distribué, beaucoup plus difficile à décapiter. Et enfin, l'objectif n'est plus forcément d'installer son propre gagnant, mais de rendre le pays tout simplement ingouvernable pour le dictateur, au point qu'il n'ait plus d'autre choix que de partir. Tout ça nous laisse avec une question de fond, une question essentielle. Pour une résistance aujourd'hui, est-ce que le véritable enjeu c'est de gagner la présidence ou est-ce que c'est de faire tomber le système lui-même? Peut-être que la vraie victoire, au fond, ce n'est pas juste de changer la personne assise sur le trône, mais de changer les règles du jeu, définitivement.